Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation Bitcoin dont l'objectif est d'apporter une première initiation à Bitcoin. Vous êtes nombreux parmi vous à avoir croisé des titres sulfureux de Bitcoin depuis de nombreuses années. Bitcoin est mort, le prix s'écroule, le prix monte en flèche, c'est une spéculation folle, Bitcoin est remort une nouvelle fois, mais au final Bitcoin est toujours là et on entend toujours parler. Et on se pose des questions, mais finalement c'est quoi ce sujet-là? Donc vraiment l'objectif ici, et au travers d'une dizaine de slides, d'essayer d'apporter ces réponses-là. Comprendre Bitcoin, effectivement, peut faire un peu peur parce qu'il y a une connotation très informatique, geek, qui s'explique par le fait qu'avant tout, Bitcoin est un réseau informatique. Donc c'est normal que la communauté qui gravite initialement autour de ce sujet soit plutôt effectivement ce profil informatique. Mais finalement, comprendre quelle est la valeur du projet et quelle est l'ambition du projet ne nécessite pas un effort si important que ça. Et c'est vraiment l'objectif que je me suis donné dans cette formation, d'essayer au travers d'une dizaine de slides de vous faire toucher du doigt quel, quel est le projet de Bitcoin, qu'est-ce qu'il souhaite changer, et en utilisant des mots simples également, sans jargon technique et sans code informatique, d'expliquer dans les grandes lignes comment fonctionne ce réseau. Pour dérouler ces slides, on va s'appuyer sur deux parties. Donc ça va s'articuler sur deux parties. Une première partie qui va expliquer que résout Bitcoin. Finalement, qu'est-ce qui vient changer, révolutionner, qu'est-ce qui se passait avant Bitcoin et après Bitcoin. Et la deuxième partie qui va vraiment plutôt expliquer le réseau Bitcoin. Un peu d'historique sur le créateur de Bitcoin, et ensuite, en utilisant effectivement des phrases et des mots assez simples, d'expliquer le fonctionnement de ce réseau. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, on va marquer un premier arrêt ici pour parler de l'investissement, du prix, de la volatilité de Bitcoin, parce qu'en fait, on ne reviendra pas dessus dans la suite de la présentation. Donc en fait, le contenu de ce slide est inspiré de propos de Yves Chouefati, qui est le CEO de Tobam, une société d'investissement. Je vous invite par ailleurs plus tard de faire plus de recherches sur Yves Chouefati et l'écouter directement s'exprimer sur le sujet, c'est toujours très intéressant. Donc en fait, ici, premier point qu'il faut bien comprendre, c'est que la volatilité du Bitcoin est très élevée. C'est un fait, c'est indéniable, il y a des cycles assez violents depuis sa création où le prix monte très haut et rechute bas, et puis plus tard il remonte encore plus haut et il redescend derrière, et il remonte encore plus haut pour redescendre plus bas, et il remonte encore plus haut. Cela dit, depuis 2009, sa création, il est passé de zéro à des cycles de quasiment 70 000 euros récemment. Là, il est plutôt aux alentours de 16 000 euros de nouveau. Mais voilà, il y a une amplitude de variation de prix très élevée. C'est également un investissement risqué, car le projet a un objectif, mais le projet reste jeune aujourd'hui, et les probabilités d'échec restent encore assez élevées malgré tout. Mais effectivement, ce projet-là reste ambitieux. Car effectivement, ce projet, toujours selon Yves Chouefati, hein, l'ambition de ce projet et son potentiel et de devenir le futur étalon international de valeur. Aujourd'hui, quand on parle d'étalon de valeur international, on va plutôt parler du dollar ou de l'or. Selon Yves, et selon beaucoup d'autres personnes également, hein, le Bitcoin, le potentiel du Bitcoin est de devenir le futur étalon international de la valeur. Donc, c'est un petit peu pour planter le décor de ce dont on parle dans Bitcoin. Ensuite, ce qu'il faut bien aussi intégrer dans la notion de est-ce que je souhaite investir ou pas, donc c'est cette notion de risque. C'est-à-dire que le risque est inhérent à chacun des projets, chaque projet qui doit être mené, monétaire, d'investissement ou autre, il y a toujours un risque dedans. Dans le cadre d'un investissement, en fait, le risque ne doit pas conditionner et interférer dans la décision de est-ce que je souhaite investir ou pas. Les éléments qui définissent le fait d'investir ou pas sont uniquement des éléments liés à la valeur du projet, à son potentiel. Et
qu'on y croit? Est-ce que le projet semble sérieux? Est-ce qu'il semble solide? Est-ce qu'il fait sens? Est-ce qu'il répond à nos valeurs? C'est ce type d'éléments qui doit vraiment définir est-ce que je souhaite investir dans ce projet. Le niveau de risque intervient uniquement dans la notion de quelle est la proportion de mon épargne, de mon patrimoine, de l'investissement que je souhaite investir dans ce projet-là. Donc, en l'occurrence, dans Bitcoin. Si je considère que Bitcoin est très risqué, eh bien, je dois y allouer une partie, une proportion assez faible, 1%, 2%, 5%, 10%. Si je considère que Bitcoin n'est pas du tout risqué, eh bien, dans ce cas-là, j'investis une partie plus importante de l'épargne et de l'investissement que je souhaite y faire. Bien. Nous allons maintenant rentrer dans le cœur du sujet, donc la présentation, et en entamant cette première partie qui explique finalement que résout Bitcoin. Alors, le premier problème résolu par Bitcoin est un problème informatique, parce que Bitcoin est avant tout un réseau informatique. Et le milieu informatique est quand même le monde du copier-coller, hein. C'est-à-dire que vous prenez votre boîte email, vous ouvrez un email, vous mettez une pièce jointe, vous l'envoyez à quelqu'un. Ce que vous avez juste fait, c'est qu'il y a une copie de la pièce jointe qui a été mise et envoyée ailleurs. Donc c'est un exemple un peu trivial, mais qui résume bien la situation du milieu informatique. Il n'existait pas de solution jusqu'au 3 janvier 2009, qui, on le verra plus tard, a quelque chose à voir avec la création de Bitcoin. Il n'existait pas de solution à ce problème-là, en fait. Donc, quand on parle d'envoyer des emails, bon, bah, c'est pas trop grave. Quand on a pour ambition de créer une monnaie Internet, c'est-à-dire vraiment une monnaie autonome qui est capable de transmettre de la valeur d'un ordinateur à un autre sans passer par une société intermédiaire comme un PayPal, la Société Générale ou je ne sais qui d'autre, bah, là, ça commence à poser problème, quoi. C'est-à-dire que si on imagine, c'est la même situation où moi, on se croise dans la rue, je vous dois 20 euros, je vous donne un billet de 20 euros, mais en fait, le billet de 20 euros que je vous ai donné, j'ai su en créer une copie et j'ai toujours les 20 euros en ma possession. Donc, c'est pas forcément compatible avec un système monétaire. Donc, il y a vraiment eu pendant longtemps un point de blocage et le fait où personne n'arrivait vraiment à trouver de solution là-dessus, quoi. Il était simplement pas possible de transmettre une information sans pouvoir en conserver une copie. Donc, Bitcoin a vraiment apporté cette révolution informatique. C'est simplement la première solution qui a été proposée à la résolution du problème de la double dépense qui a su prouver son fonctionnement, qui a prouvé son fonctionnement depuis maintenant 13 ans. Avant lui, il y a eu plusieurs tentatives de projets qui essayaient de résoudre ce problème de la double dépense, mais qui n'ont jamais pu fonctionner ou su résister à des attaques et à des tentatives de contournement. Donc en fait, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il est dorénavant possible de transmettre des informations de pair à pair, donc directement d'ordinateur et ordinateur sans utiliser un service intermédiaire, et qui garantit le fait que l'émetteur ne soit plus en possession de la valeur qu'il nous a transmise. Le second problème que propose de résoudre Bitcoin est un problème monétaire. Donc, s'intéresser à Bitcoin, c'est découvrir un petit peu plus, ou découvrir tout simplement même, le fonctionnement monétaire. Comment finalement la Banque centrale européenne, la Fed américaine, gère l'émission monétaire de l'euro et du dollar. Quelles sont les règles? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils ont des contraintes importantes? Est-ce qu'ils peuvent émettre de l'argent uniquement en fonction d'une réserve d'or qu'ils possèdent et tout ça? Et là, finalement, quand on s'intéresse à Bitcoin et qu'on découvre cet environnement, on découvre certaines surprises, hein, pas forcément très positives, mais on découvre des choses étonnantes. Donc en fait, pour faire assez simple, hein, pour comprendre, c'est que finalement, l'argent qui est en circulation aujourd'hui, elle est créée, on crée de l'argent par l'émission des crédits. C'est-à-dire qu'en tant que particulier, quand vous allez à la banque pour demander un crédit, la banque ne vérifie pas si elle a l'argent disponible chez elle pour pouvoir vous prêter les 10, 15, 50, 100 000, 200 000 euros dont vous avez besoin en fonction du besoin d'achat que vous avez. Elle simplement rajoute une ligne dans son registre en disant je crée 100 000 euros pour Monsieur Dupuis et je lui prête ces 100 000 euros qu'il devra me rembourser. Et hop,
on vient de générer la création de 100 000 euros soudainement de 100 000 euros de richesse sur le marché monétaire qui doit circuler. Donc la création d'argent, elle ne s'appuie sur aucune contrepartie. C'est-à-dire que ce soit une banque qu'on appelle de détail, c'est-à-dire les banques des particuliers qu'on a, hein, la Société Générale, le Crédit Agricole ou toutes les autres qui existent, les enseignes que vous connaissez bien, ou que ce soit la Banque Centrale Européenne, aucune de ces institutions n'a besoin d'avoir de contrepartie en possession d'or, par exemple, ce qu'on pourrait imaginer, pour créer cet argent. C'est en fonction du besoin de politiques monétaires pilotées par les politiques européennes et les politiques des pays ou les politiques américaines, en fonction des besoins d'un environnement, qui fait que l'on décide de créer plus ou moins d'argent. Et en fait, comme on le voit sur la droite, on voit que la quantité d'argent disponible en circulation ne fait que croître, plus ou moins vite. Et ces dernières années, surtout depuis le Covid, la création monétaire, on ne le voit pas forcément sur ce graphique parce qu'il s'arrête à peu près en 2020, mais la création monétaire a vraiment explosé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de plus en plus d'argent disponible qui a été mis à disposition parce que suite au Covid, il fallait faire survivre aussi des entreprises et un environnement économique. Et du coup, il y a beaucoup d'argent qui a été emprunté, enfin prêté et mis à disposition. C'est ce qu'on entend par les stimulus américains ou le quoi qu'il en coûte. Voilà, le quoi qu'il en coûte, ça veut dire créer de l'argent et mettre à disposition une expansion de la politique monétaire. Donc, l'argent est créé par l'émission des crédits, elle ne s'appuie sur aucune contrepartie, et ce sont des hommes qui gèrent la création monétaire. Donc l'homme est faillible et faible parfois, et face à certaines situations qui mériteraient des choix peut-être un peu plus difficiles, bah, parfois la solution de simplicité s'appuie, c'est-à-dire créer plus d'argent. Mais créer plus d'argent, ça veut dire aussi d'évaluer et dévaloriser l'argent existant, quoi. C'est-à-dire que plus on a de la création monétaire, moins la valeur d'une unité de compte de cet argent, euh, enfin plus la valeur de cette unité de compte baisse, en fait, diminue. Donc on a une perte du pouvoir d'achat qui s'installe aussi au fur et à mesure des années par cette émission monétaire. Donc en fait, la proposition de valeur de Bitcoin, c'est d'avoir une politique monétaire prédéfinie, ancrée dans le code et immuable. Donc en fait, dans le cadre de Bitcoin, l'émission du nombre de Bitcoin qui sera faite par le réseau Bitcoin, elle est définie dans le code et elle est en dur, elle est immuable. En fait, on ne pourra pas la changer. Donc, et cette émission représente au total 21 millions de bitcoins. Donc ça, c'est un chiffre important qu'il faut retenir quand on parle de bitcoin. C'est qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins émis d'ici 2140. Et après 2140, le réseau fonctionnera toujours, il sera toujours là. Il n'y aura juste plus de nouveaux bitcoins qui seront émis. Donc voici, enfin, c'est le deuxième problème qu'essaye de résoudre Bitcoin. C'est cette gestion d'une politique monétaire qui aujourd'hui est gérée par l'homme et a prouvé par l'histoire ne jamais pouvoir être contrôlée et partir dans une hyperinflation qui a tendance à faire dévaloriser la monnaie et du coup courir à sa perte à long terme. Là, Bitcoin s'inscrit dans un projet où il présente une solution monétaire d'une politique monétaire mise sous contrôle par le code et qui ne peut pas être influencé du coup par les hommes ou en tout cas par un homme ou une minorité d'hommes. Le troisième point que résout Bitcoin, c'est le fait d'être capable de retrouver une pleine possession de ses fonds dans un environnement informatique numérique d'Internet. C'est-à-dire que avant l'environnement, l'époque Internet, avoir une garantie de l'accès à ses fonds, ça voulait dire avoir des billets de banque sous son matelas ou avoir des lingots d'or à la maison. Depuis Internet, cet équivalent n'existait pas. Parce que, en fait, avoir de l'argent à la banque, c'est pas une garantie de pouvoir accéder à ses fonds. Quand on met 1000 euros à la banque nous dit très bien, merci monsieur, je vous transmets une reconnaissance de dette comme quoi je vous dois 1000 euros. Très bien. Donc la banque a une dette envers nous. C'est tout. Ça s'arrête là. Dans nos environnements qu'on connaît assez bien en France, en Europe, voilà, aux États-Unis, dans des milieux occidentaux à peu près sûrs, on n'a jamais trop eu à s'inquiéter là-dessus et on n'a pas d'inquiétude forte sur le fait de devoir aller à notre banque un matin et que la banque nous dise bah non désolé monsieur je ne vous donne pas vos fonds.
Dans des situations autres, telles que des crises économiques fortes, des crises monétaires, des crises sociales, eh bien, les banques peuvent se retrouver dans une situation où elles nous disent, eh bien non, je suis désolé, vous ne pouvez pas accéder à vos fonds, mais comment ça, je ne peux pas, j'ai de l'argent sur mon compte. Oui, très bien, mais je ne peux pas vous ne pouvez pas accéder à ces fonds actuellement. Donc récemment, il y a eu un exemple encore au Liban, où, comme l'illustre cette photo, les gens qu'on voit passer dans la vitre ici d'une banque, ce ne sont pas des braqueurs qui viennent braquer une banque. Ce sont des clients de la banque qui venaient braquer la banque pour récupérer leur propre argent à eux. Car la banque ne donnait plus accès aux fonds aux Libanais pendant un certain moment. Donc le réseau Bitcoin permet, dans un environnement d'Internet comme dans lequel on vit de plus en plus aujourd'hui, de nouveau d'être capable de récupérer un accès et une pleine propriété à ces fonds. C'est-à-dire que les bitcoins que l'on possède, alors attention parce qu'il y a quelques subtilités ici, pas sur des plateformes d'échange, mais vraiment des bitcoins que l'on possède sur nos propres portefeuilles électroniques, sont des fonds que l'on ne peut pas nous saisir. On ne peut pas nous les saisir et on ne peut pas non plus interdire des transactions entre un propriétaire de Bitcoin vers une autre personne à qui je transmettrai les Bitcoins. Les transactions sont incensurables. Il est impossible d'empêcher des transactions Bitcoin. Et également, pour bien comprendre la particularité de Bitcoin, hein, où j'amène cette notion ici, c'est qu'en fait, Bitcoin n'est pas une entreprise. Il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de décision du réseau qui dit je veux permettre cette transaction et interdire celle-ci. Les transactions sont toutes les mêmes, sont toutes jugées au même niveau. Et en fait, quand une transaction est émise, elle va aboutir et rien ne pourra empêcher l'aboutissement de cette transaction. Donc, la troisième vraiment valeur ajoutée à Bitcoin est cette capacité dans le monde de l'Internet d'être capable de garantir une pleine possession, une pleine propriété de cette monnaie dématérialisée que l'on manipule de plus en plus aujourd'hui. Nous allons aborder maintenant la deuxième partie de la présentation où l'on va détailler le réseau Bitcoin, donc pour comprendre un petit peu plus comment il fonctionne et se pencher sur l'historique de la création et de qui a créé ce réseau-là. Mais du coup, avant d'engager cette deuxième partie, je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo si le contenu vous plaît jusqu'à présent. Ça permettra d'en faire profiter d'autres personnes en faisant remonter la vidéo lors des recherches YouTube. Pour commencer cette deuxième partie, nous allons nous pencher sur le créateur de Bitcoin. Donc le créateur de Bitcoin n'est qu'un pseudonyme aujourd'hui. Ce pseudonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto, en fait, on ne connaît pas son identité. On ne sait pas s'il s'agit d'une femme, d'un homme, d'un groupe de développeurs. Et ça, 13 ans plus tard, personne n'a percé ce mystère et on ne sait pas qui a créé Bitcoin. Donc en fait, ce pseudonyme Satoshi Nakamoto est apparu le 31 octobre 2008. Il a été créé à cette date. Et lors de sa création, il a publié ce que l'on appelle un white paper de Bitcoin, donc qui est un document de 9 pages qui décrit le concept de Bitcoin et le mode de fonctionnement de Bitcoin. À cette date-là, au 31 octobre 2008, il n'y a pas encore de logiciel qui a été publié. C'est uniquement la description de l'idée et du concept qui est publié sur le site internet bitcoin.org, qui existe toujours, et dont je vous donne le lien, et vous pourrez retrouver le détail de ce white paper en version anglaise. Mais en recherchant, on trouve également des versions françaises qui existent. Donc, 31 octobre 2008, publication du white paper, et quelques mois plus tard, le 3 janvier 2009, arrive le lancement du réseau Bitcoin, c'est-à-dire la publication du code et le début du fonctionnement du réseau Bitcoin, avec au début uniquement quelques personnes qui alimentent ce réseau et qui petit à petit va croître et va gagner en popularité. De plus en plus de personnes vont faire tourner ce logiciel et se connecter les uns entre les autres pour développer ce réseau Bitcoin au fur et à mesure. Et ce qu'il est important de comprendre également, c'est que
le dernier message, donc suite à la création, la publication du white paper, le lancement du logiciel, ce pseudonyme Satoshi Nakamoto a continué bien sûr à échanger avec les différents contributeurs du réseau au travers de blogs et de chats qui existent sur ce sujet-là. Et en fait, le dernier message aura lieu le 26 avril 2011, c'est-à-dire c'est le dernier message publié par Satoshi Nakamoto. Et depuis cette date, Satoshi Nakamoto a disparu, c'est-à-dire qu'il n'a plus jamais rien publié et il n'a plus communiqué et il s'est vraiment retiré du projet pour laisser le projet Bitcoin se développer par lui-même et être porté par une communauté de développeurs et de personnes qui contribuent à l'expansion de ce réseau Bitcoin. Pour comprendre également l'état d'esprit de Satoshi Nakamoto, il est intéressant de se pencher sur la première phrase en fait de l'abstract du white paper que l'on trouve en dessous, qui en fait en substance explique que une version d'une monnaie électronique purement pair à pair permettrait des paiements en ligne d'être envoyés directement d'un parti à une autre personne sans passer par une institution financière. Donc voilà, cette phrase résume l'état d'esprit et l'objectif de Bitcoin, qui est donc de créer un système de paiement pair à pair sans tiers partie, qui est jusqu'à présent des institutions financières qui assurent cette fonction. Donc ici, on va regarder les briques technologiques de Bitcoin. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que Satoshi Nakamoto a apporté une révolution informatique au travers de Bitcoin, comme on l'expliquait plus tôt. Mais en fait, cette révolution, il l'a fait sans inventer aucune brique technologique. Il a été le premier à trouver la recette magique en assemblant des briques technologiques existantes pour réussir à faire ce qu'est Bitcoin, cette capacité à transférer de la valeur de pair à pair, en prouvant que la personne qui a transféré la valeur n'est plus en possession de cette valeur. Et en fait, les 4 briques qu'il a utilisées sont la cryptographie asymétrique qui a été créée en 1976. Donc la cryptographie asymétrique, c'est le principe de mettre en données d'entrée d'une boîte logique un texte, par exemple, ou un mot, ou un texte, ou un livre entier, et que en sortie va ressortir une suite logique qui va avoir un certain nombre de caractères qui va être complètement aléatoire. Et si dans cette donnée d'entrée, le texte qu'on aura rentré, on change ne serait-ce que une lettre d'un texte de plusieurs dizaines de milliers de mots, la sortie sera complètement modifiée, n'aura rien à voir. Et par contre, si on rentre le même texte exactement dans cette même boîte, à chaque fois, on aura la même donnée de sortie qui va arriver. Mais ce côté asymétrique est lié au fait que de cette donnée de sortie, il est impossible de recréer le texte d'origine qui était à l'entrée de la boîte. Donc ça, c'est une des premières briques qui existait depuis les années 70. Deuxième brique utilisée par le réseau Bitcoin, c'est bien entendu le réseau P2P, peer-to-peer, qu'on appelle pair à pair en français, qui a été créé juste avant les années 2000, en 1999. Donc ça, c'est le principe vraiment de faire communiquer des ordinateurs directement entre eux via Internet, sans passer par des serveurs centraux ou des institutions centrales intermédiaires qui coordonnent cette communication. La troisième brique technologique est celle dont on entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler de blockchain. Effectivement, on dit la révolution de la blockchain. En fait, Bitcoin n'a pas vraiment apporté, ou tout ce qu'on entend sur les crypto-monnaies actuellement, n'ont pas inventé la blockchain. La blockchain existait depuis le début des années 90. Et en fait, la blockchain, c'est le principe d'avoir des blocs de données qui sont liés entre eux par une logique cryptographique. C'est-à-dire que la donnée du bloc suivant est dépendante du bloc précédent. Et si une des données du bloc précédent est changée, bah, la logique se casse et le lien est brisé entre les blocs. Donc ça, c'est la troisième brique. Et la quatrième brique est la preuve de travail, le proof of work, dont on entend aussi beaucoup parler dans la crypto-monnaie, qui a été inventée pareil au début des années 90. Et cette preuve de travail est en fait le principe qui consiste à à devoir résoudre un certain calcul pour pouvoir faire une opération. C'est-à-dire qu'on se dit que réussir à faire une opération, on doit trouver une énigme ou réussir une loterie ou trouver par des calculs un chiffre qui est nécessaire. Donc en fait voilà, Satoshi Nakamoto a
a été le premier à réussir à assembler, en assemblant ces 4 briques technologiques, à créer, le réseau Bitcoin. Donc une fois qu'on a vu ces briques technologiques, on va maintenant essayer de regarder de façon un peu plus macro, qui sont les acteurs du réseau. Donc dans un réseau comme ça informatique, voilà, il y a différents contributeurs, différents rôles, on va dire, qui vont être assurés. Donc dans le cadre de Bitcoin, on va identifier 3 acteurs principaux, dans ce réseau. Donc, les premiers acteurs que je décris ici sont les utilisateurs, tout simplement. C'est-à-dire que nous, vous, toutes les personnes qui veulent faire des transactions sur le réseau Bitcoin sont vraiment les utilisateurs du réseau. Et pour cela, en fait, pour réaliser des transactions sur le réseau, on va utiliser un portefeuille numérique qu'on appelle wallet, souvent en anglais, on entend ça. Et en fait, ces portefeuilles numériques sont simplement des logiciels, des applications qu'on va avoir sur notre téléphone. Et ces applications vont savoir communiquer avec, et être connecté au réseau Bitcoin et communiquer avec le réseau Bitcoin. Et ces applications également vont contenir nos clés d'accès au Bitcoin que l'on possède en fait, quoi. Donc, c'est vraiment ces portefeuilles numériques qui représentent, on va dire, la communauté des utilisateurs, qui est la communauté la plus importante en fait, hein, par rapport au réseau. C'est ceux dont il y a le plus grand nombre de logiciels de portefeuille numérique. Les deuxièmes acteurs du réseau sont ceux que je décris comme les moteurs du réseau. Donc les moteurs du réseau sont ceux qu'on appelle également les mineurs. Donc les mineurs, ce sont ceux qui vont construire les blocs de transactions. C'est-à-dire les blocs qui vont contenir toutes les transactions qui auront été réalisées par les utilisateurs sont prises par les mineurs, mises dans un bloc, et ensuite tous ces mineurs, en utilisant des ordinateurs puissants, qui sont des ordinateurs ASIC, vont vraiment se lancer dans cette loterie du proof of work pour arriver à trouver en premier un code qui va permettre de valider, de répondre l'énigme et de construire le bloc suivant de la blockchain. Et c'est en fait cette compétition entre ordinateurs et cet effort nécessaire pour construire un bloc qui est la clé de voûte de la sécurisation du réseau Bitcoin. En fait, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est que ce sont vraiment ces acteurs-là qui font que le réseau n'est pas piratable, n'a jamais été piraté jusqu'à présent. Et pour être piraté, demande en théorie un investissement et des efforts titanesques pour arriver à surmonter la puissance de calcul qui est en faveur et dans la sécurisation du réseau Bitcoin actuellement. Les troisièmes acteurs sont ceux que j'appelle les gardiens du réseau. En fait, les gardiens du réseau sont ce qu'on appelle des nœuds de vérification. Donc les nœuds de vérification sont des ordinateurs beaucoup plus simples, hein. Ça va être un ordinateur normal, ou ils existent même sous le format de petits Raspberry Pi, qui sont vraiment des petits ordinateurs qui consomment à peine 5 watts, qui consomment vraiment pas grand-chose, qui permettent de laisser tourner juste cette application du nœud de vérification. Et eux, effectivement, ils ont également un rôle clé dedans. C'est qu'en fait, ce sont eux qui vérifient à chaque fois qu'un nouveau bloc est émis, et du coup qu'à chaque fois qu'un mineur a réussi à trouver, à gagner une loterie, et du coup émet et propose son bloc à tout le réseau, ben, chacun de ces nodes de vérification va vérifier que le bloc est bien correct, qu'il respecte toutes les règles en vigueur dans le réseau, que le mineur a bien trouvé le bon code, que les règles de transaction et du contenu des transactions sont correctes, et que toute la logique du bloc et de la blockchain de Bitcoin sont respectées. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois, pour résumer la situation, sont les trois contributeurs et les trois acteurs du réseau Bitcoin. Et pour conclure cette présentation, je vous décris ici le fonctionnement du réseau Bitcoin, donc de façon assez simple, mais pour comprendre finalement la logique qu'il y a derrière. Donc on va reprendre un petit peu les éléments qu'on a vus sur les quelques slides avant. Et donc voilà, point de départ, comme on a dit, les utilisateurs génèrent des transactions depuis leur portefeuille numérique, application mobile, nœud Bitcoin. Donc ça c'est vraiment le point de départ. Vous voulez faire une transaction Bitcoin, vous avez votre wallet, votre portefeuille numérique, votre wallet, et vous transmettez des Bitcoins à une adresse d'un récepteur plus loin. Une fois que les utilisateurs ont lancé cette transaction, point 2,
les transactions sont regroupées dans un pool de transactions en attente. C'est-à-dire qu'à l'échelle du monde, il y a beaucoup de personnes qui envoient des transactions en même temps. Elles ne sont pas toutes traitées à la volée. Elles atterrissent dans un premier temps dans un pool de transactions en attente, un endroit où elles sont toutes mises en attente. Et ensuite, point numéro 3, c'est à partir de ce moment-là que les mineurs viennent piocher dans ce pool de transactions en attente pour construire le bloc de transactions suivante. Et la logique en fait de sélection de ces transactions s'appuie sur une notion qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, mais à chaque transaction sont associés des frais de transaction qui sont très faibles, hein, à l'échelle d'une transaction normale. C'est vraiment à peine quelques centimes. Mais en fait, regroupé pour toutes les transactions, il regarde les transactions pour lesquelles il y a des frais les plus élevés, parce que on peut faire plus ou moins monter des frais en fonction quand on veut sécuriser une urgence en fait, et s'assurer qu'une transaction soit réalisée rapidement. Donc il pioche dans ce pool de transactions les transactions qu'il souhaite traiter en priorité. Et ensuite, point numéro 4, pour pouvoir proposer ce bloc au réseau, les mineurs doivent gagner une loterie en essayant de trouver un nombre résolvant une condition cryptographique. Donc ça, c'est un des points qu'on a vu juste avant, c'est la fameuse preuve de travail. Donc à partir du moment où ils ont constitué ce bloc, rentrent tous en compétition les uns, contre les autres pour être le premier à trouver une combinaison qui répond mélangé avec toutes les autres données du bloc et passé dans un algorithme cryptographique, génère un chiffre qui suit une certaine logique. Donc la logique souvent c'est qu'il faut que c'est un chiffre qui commence par un certain nombre de zéros, donc à peu près, je ne sais plus à combien on en est, 50, 60 zéros on va dire, sur 256 caractères, il faut que les 50 ou 60 premiers caractères soient des zéros. Et tant qu'ils ne trouvent pas cette condition-là, ils continuent, ils essayent de trouver un chiffre qui permet de faire ça. Une fois que c'est fait, point numéro 5, le mineur qui gagne cette loterie en premier propose le bloc au réseau. Donc ils sont en compétition et dès qu'il y en a qui trouve, hop, il dit j'ai trouvé, voici le prochain bloc de la blockchain Bitcoin. Et une fois que ce réseau est mis, tous les nœuds de vérification vérifient le bloc qui est proposé, confirment que le bloc est valide, c'est-à-dire qu'il répond à toutes les règles du réseau. Et du coup, si c'est le cas, ce bloc est ajouté à la blockchain et le fait d'enregistrer ce bloc à la blockchain enregistre au sein de la blockchain toutes les transactions qui sont contenues dans ce bloc-là. Et du coup, certifie la validité des transactions qui sont réalisées une fois pour toutes et qui sont irrévocables. Elles ne peuvent plus être changées. Donc voilà dans les grandes lignes, en 6 points, une explication du fonctionnement du réseau Bitcoin. Voilà, cette formation, cette présentation se termine. J'espère que le contenu vous a plu, que vous avez appris des choses qui répondent à vos attentes. C'est le premier module comme ça de formation que je faisais, présentation sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, qu'il y a du succès, qu'il y a de la demande, je pourrais effectivement développer d'autres aspects, essayer un petit peu sous un format à peu près identique, proposer d'autres axes et aller un petit peu plus dans le détail sur certains sujets de Bitcoin. Dernier point, petit pouce en l'air, hein, je vous le rappelle, si ça vous a plu, ça aide à faire découvrir la vidéo à plein d'autres personnes, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Très bien, je vous remercie à tous, bonne journée, au revoir.